Pendant des années, ma famille a ignoré mon succès, prévoyant de me voler mon argent pour ma sœur, leur préférée. Alors, j'ai offert une maison à mon frère toujours négligé lors de sa remise de diplôme. La réaction de mon père, cet argent était pour ses prêts. Pendant une décennie, ma famille s'est moquée de mon petit passe-temps de fil, investissant chaque centime dans les études de droit de ma sœur. Lors du dîner de remise de diplôme de mon frère, je lui ai offert une maison entièrement payée, et la vérité sur leur plan secret pour voler mon argent a finalement éclaté. C'est ici que l'histoire commence vraiment, et vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre. Assurez-vous d'être abonné pour la voir jusqu'au bout. Nous sommes toujours curieux, d'où dans le monde nous regardez-vous aujourd'hui? Dites-le nous dans les commentaires. La fièvre s'était installée au plus profond de mes os, un froid lourd et douloureux, qui n'avait rien à voir avec l'air hivernal du dehors. J'en étais à mon 3e jour d'une grippe virulente, enroulé dans toutes les couvertures que je possédais, quand mon téléphone a vibré sur la table de nuit. L'écran s'est allumé avec une photo de ma mère, Margaret. J'ai grogné, le laissant sonner 2 fois avant de céder. Ma voix n'était qu'un croassement sec. Allô? Elina. Tu as l'air en piteux état. Es-tu toujours malade? Sa voix était enjouée, un contraste frappant avec la douleur sourde derrière mes yeux. Salut, maman. Oui, c'en est une mauvaise. Je me repose, c'est tout. Oh, c'est dommage. Écoute, je ne te retiens pas. Je sais que tu es occupé avec ton petit passe-temps. J'ai grincé des dents. Mon entreprise, maman. Ça s'appelle une entreprise. Oui. Oui. Bon, je t'appelais juste parce que le dernier versement pour les frais de scolarité de ta sœur est dû le 1er, et ton père et moi, eh bien, nous sommes un peu à court. Tu sais comment c'est, avec les impôts fonciers et cette nouvelle évaluation. Je me suis redressé sur les coudes, la pièce tournant légèrement. À court. À court de combien? Oh, ce n'est rien, vraiment, dit-elle avec ce ton léger qu'elle utilisait toujours quand elle était sur le point de demander l'impossible. Juste le dernier versement. 15 000. Je me suis étouffé. 15 000? Maman, ce n'est pas être un peu à court. C'est le prix d'une voiture. Allons, Elina, ne sois pas dramatique, lança-t-elle, sa gaieté envolée. C'est l'avenir de ta sœur. C'est la faculté de droit de Harvard, pas un club de tricot en ligne. Nous avons tous dû faire des sacrifices. Ton père et moi avons réhypothéqué la maison. Le moins que tu puisses faire, c'est de participer. Je sais que ta petite boutique en ligne ne rapporte pas grand-chose, mais tu peux sûrement mettre quelque chose de côté pour ta famille. Et voilà, le mépris. La petite boutique, que j'avais lancée depuis mon garage il y a 10 ans. Le passe-temps, qui employait maintenant 12 personnes, occupait un entrepôt de 2000 mètres carrés, et expédiait dans 40 pays différents. La petite boutique que ma famille traitait comme un stand de limonade d'enfants. Depuis une décennie, j'entendais ça. J'étais assise au dîner de Thanksgiving et j'écoutais mon père, Richard, porter un toast à notre future aigle du barreau, Sophia, pendant qu'on me demandait si je vendais toujours de la ficelle sur Internet. J'avais vu mes parents vider leur épargne retraite, vendre les bijoux de ma grand-mère, et mettre en jeu toute leur vie pour ma sœur Sophia, qui avait absorbé leur louange et leur argent avec le contentement placide d'un dieu doré. Et moi, j'étais Alina, la discrète, la créative, celle qui n'avait jamais rien demandé. J'ai payé mes propres études à l'université publique en étant serveuse. J'ai bâti mon entreprise avec mes propres économies et ma propre sueur. Je travaillais 80 heures par semaine pendant qu'il prenait l'avion pour Boston, pour emmener Sophia dîner dans des restaurants que, je le savais, il ne pouvait pas se permettre. Maman, dis-je, ma voix tremblant d'un mélange de fièvre et d'une soudaine rage glaciale. Je ne peux pas, je n'ai pas 15 000 $ qui traînent. C'était un mensonge. Bien sûr, j'avais cette somme sur un compte courant que j'utilisais pour des menues dépenses, mais c'était le principe. Eh bien, je ne sais pas quoi te dire, Elina. Ma mère soupira, un son lourd et déçu, conçu pour me briser le cœur. Ça avait marché pendant 34 ans. Ton père est si stressé. Je m'inquiète pour sa santé. Ce dernier effort permettra à Sophia de franchir la ligne d'arrivée, puis elle pourra prendre soin de nous tous. C'est un investissement familial. Un investissement familial. C'est comme ça qu'ils appelaient ça. Mais je ne faisais pas partie de la famille. J'étais le fonds auxiliaire. Je suis désolé,
maman. Je ne peux pas. J'ai des salaires à verser, murmurai-je. Il y eut un silence sur la ligne. Quand elle reprit la parole, sa voix était tranchante comme de la glace brisée. Je vois. Je vois comment ça se passe. Eh bien, j'espère que tu te sentiras mieux, Alina. Certains d'entre nous essaient de construire un héritage. Elle a raccroché. J'ai jeté le téléphone sur les couvertures et me suis laissé retomber contre les oreillers, mon corps tremblant. Mais ce n'était pas la fièvre qui me donnait froid. C'était la prise de conscience que pour ma famille, je n'étais pas une fille. J'étais juste une ligne de crédit qu'ils n'avaient pas encore réussi à débloquer. Le silence dans la pièce, après l'appel, était plus lourd que ma maladie. Le clic de ma mère qui raccrochait résonnait à mes oreilles. C'était le son d'une porte qui claque, un rejet final et définitif. Mon « non » n'était pas seulement un refus d'argent, c'était une trahison du récit familial. Sophia était la star, et j'étais, au mieux, un second rôle. Aujourd'hui, j'avais refusé de réciter mon texte. Mon corps était douloureux, mais mon esprit était soudainement d'une clarté perçante. Le brouillard de la grippe fut remplacé par un autre type de brouillard, la réalisation trouble et dérangeante que l'appel de ma mère n'était pas un acte de désespoir. C'était un acte d'attente. Mon téléphone vibra de nouveau. Un SMS, cette fois de Sophia. Maman dit que tu refuses de coopérer. Ne sois pas égoïste, Alina. Mon avenir est l'avenir de la famille. Nous comptons tous sur toi pour faire ce qu'il faut. Refuser de coopérer. Égoïste. Les mots étaient si arrogants, si dépourvus de conscience de soi, que j'ai failli rire. Sophia, qui n'avait pas travaillé un seul jour de sa vie qui ne soit un stage prestigieux et non rémunéré. Sophia, dont les factures de carte de crédit étaient encore payées par notre père, elle me traitait d'égoïste. Je repensais à un dîner, quelques mois auparavant, juste avant que je ne tombe malade. Mon père, Richard, un homme qui ne m'avait jamais parlé de mon entreprise qu'avec une sorte de condescendance amusée, s'y était soudainement intéressé. Alors, Alina, avait-il dit en faisant tourner le vin dans son verre. Ce truc de commerce en ligne à toi, ça. Ça marche bien, j'entends. J'étais surprise. Oui, papa. Nous étendons notre réseau de fournisseurs jusqu'au Pérou. Le Pérou. Et légalement, comment tout cela est-il structuré? Tu es juste une. Quoi? Une entreprise individuelle? Tu devrais vraiment avoir une protection en matière de responsabilité, tu sais. Il tapota sa tempe. En tant que ton père, et en tant que conseiller financier, je m'inquiète pour toi. Tu joues dans la cour des grands maintenant, ma chérie. Il est facile de se laisser déborder. À l'époque, j'avais ressenti une petite, pathétique lueur d'espoir. Il me voyait enfin. Il s'inquiétait pour moi. Oh, je ne suis pas une entreprise individuelle, papa, avais-je dit vivement. Je me suis constitué en société il y a des années. Je suis une escorpe. Son sourire se crispa, juste une seconde. Une escorpe? Eh bien, tant mieux pour toi. Mais tu es la seule propriétaire, n'est-ce pas? Tout repose sur toi. À peu près, avais-je menti. C'était un petit mensonge instinctif, le genre que l'on dit quand on n'est pas sûr de la raison de la question. Maintenant, allongé dans mon lit de malade, cette conversation me semblait différente. Ce n'était pas de l'intérêt. C'était de la reconnaissance. Il n'agissait pas en père, il agissait en conseiller financier, sondant les faiblesses, cherchant des actifs qu'il pourrait utiliser. Il évaluait ma valeur pour elle, investissement familial. Je sentis une vague de nausées qui n'avait rien à voir avec la grippe. Il ne demandait pas seulement l'aumône, il planifiait. Il planifiait en fonction de mon succès. Un succès qu'ils avaient simultanément moqué et convoité. Mes yeux se posèrent sur une photo encadrée sur ma commode. Elle datait de 10 ans, le jour où j'avais signé le bail de mon premier local de stockage de 50 mètres carrés. J'avais 24 ans, rayonnante, tenant un trousseau de clés. J'avais envoyé la photo à ma famille. Ma mère avait répondu, « C'est bien, ma chérie. Sophia vient d'avoir un A pour son premier semestre. » J'avais bâti mon entreprise dans leur ombre. Pendant qu'ils célébraient chaque dissertation de Sophia Notea, j'apprenais le référencement, les tarifs d'importation et la logistique. Pendant qu'ils s'angoissaient pour ses candidatures en droit, je négociais avec des transporteurs et j'embauchais mon premier employé.
J'avais tout fait seul, discrètement, avec diligence, pendant qu'ils regardaient à travers moi. Ils pensaient tous que je ne faisais que jouer avec de la laine. Mais ils avaient oublié une chose cruciale. Ils avaient oublié qui j'étais. Ils pensaient que j'étais la fille souple et créative. Ils avaient oublié qu'on ne peut pas bâtir une entreprise de plusieurs millions de dollars à partir de rien en étant tendre. On ne peut pas gérer une chaîne d'approvisionnement mondiale en étant une mauviette. On ne peut pas gérer du personnel et un budget complexe en étant stupide. J'avais été silencieuse, oui, mais je n'avais pas été endormie. J'avais observé. Je pris mon téléphone, mes doigts tremblant légèrement. J'ignorais le SMS de Sophia. À la place, je fis défiler jusqu'à un autre numéro, celui de ma vraie conseillère financière, une femme nommée Julia que j'avais engagée 5 ans plus tôt et dont mon père ignorait tout. Je tapais un message. Julia, j'ai un mauvais pressentiment. Peux-tu, s'il te plaît et très discrètement, faire une analyse approfondie de la situation financière de mes parents? J'ai besoin de savoir exactement de quel type de dette nous parlons. Je l'envoyai. Puis j'ouvris un autre message, celui-ci pour mon frère, Ben. Salut Ben, je prends des nouvelles. Es-tu excité pour ton dîner de remise de diplôme la semaine prochaine? Ben. L'autre oublié. Il obtenait sa licence, un fait presque entièrement éclipsé par la remise de diplôme imminente de Sophia. Il répondit presque instantanément. Salut ouais, je suppose. Maman parle surtout du stage de Sophia, mais merci de demander. Tu te sens mieux? Un petit sourire sincère se dessina sur mes lèvres. Ben. Au moins, il y avait Ben. La rage se transformait en quelque chose de plus froid, de plus dur, de plus déterminé. Ma famille pensait que j'étais leur fond d'urgence. Ils étaient sur le point de découvrir que j'étais une forteresse, et qu'ils étaient à l'extérieur. Ce petit projet personnel était né d'un acte de défiance silencieuse. Après avoir obtenu mon diplôme de l'université publique, un accomplissement accueilli par un poli « c'est bien, ma chérie » de ma mère, je me suis retrouvé dans ma chambre d'enfant. Sophia, bien que 7 ans plus jeune, avait déjà la plus grande chambre, celle avec la meilleure vue, car elle avait besoin de lumière pour étudier. Je travaillais dans un emploi sans avenir dans une agence d'assurance locale, économisant chaque centime. Ma famille y voyait un échec temporaire. C'est juste en attendant que tu trouves quelque chose de sérieux, disait mon père en me tapotant l'épaule. Mais je ne cherchais pas un emploi sérieux. Je constituais un trésor de guerre. Ma passion, c'était les textiles artisanaux, les fils rares, les soies teintes à la main, les outils de tissage traditionnels. J'aimais l'histoire, le toucher, le savoir-faire. J'ai lancé un petit blog où je donnais mon avis sur différentes fibres. Puis j'ai commencé à vendre de petits kits sur Etsy. Le travail à l'assurance a payé la première cargaison de 50 écheveaux de laine mérinos de Nouvelle-Zélande. Je la stockais dans des boîtes sous mon lit. L'année de mes 25 ans, j'ai déménagé. Ma mère, Margaret, était consternée. Mais tu pourrais économiser tellement d'argent en vivant ici, s'était-elle écriée. J'ai besoin d'espace, maman, avais-je dit, désignant les boîtes qui remplissaient le garage. Pour ton passe-temps, avait-elle ricané. Elina, tu n'es plus une enfant. Il est temps de laisser tomber ces enfantillages. Ton père et moi essayons de faire entrer Sophia dans ce programme d'été avancé. Nous devons être sérieux. C'était le mot, sérieux. Sophia, avec ses clubs de débat et ses associations de préparation au droit, était sérieuse. Moi, avec mes feuilles de calcul qui s'allongeaient, mes licences d'importation et ma liste de clients en plein essor, c'était un enfantillage. Mon père, Richard, était plus discret, mais à bien des égards, plus destructeur. Il était conseiller financier, un homme qui avait bâti son identité sur la prudence et la sagesse. Quand je lui ai présenté ma première déclaration de revenus, montrant un bénéfice modeste mais réel de 30 000 $, il avait jeté un coup d'œil au papier et soupiré. Elina, c'est bien. C'est de l'argent de poche amusant, mais ce n'est pas une carrière. Tu n'as pas d'avantages sociaux, pas de plan d'épargne retraite. Le marché est volatile, une entreprise comme ça, c'est un caprice. Une mauvaise livraison et tu es fini. Il me rendit le papier. Je suis en train de constituer un portefeuille pour Sophia, quelque chose de solide. Nous investissons dans son avenir maintenant. Ça, c'est un investissement sûr. Je ne lui ai plus jamais montré mes déclarations de revenus. L'année suivante,
j'ai dépassé les 6 chiffres. J'ai quitté mon travail à l'assurance. J'ai embauché mon premier employé. J'ai signé le bail de ce premier petit entrepôt. J'ai envoyé une photo à la famille. C'est ce soir-là que ma mère a appelé pour célébrer le 4.0 de Sophia, note maximale. N'est-ce pas merveilleux? S'extasia Margaret, la voix pétillante. Une moyenne parfaite. Dans cette école, ton père et moi sommes justes. Nous débordons de fierté. Nous l'emmenons à Boston pour le week-end pour fêter ça. C'est super, maman. Tu as vu la photo que j'ai envoyée du nouvel entrepôt? Oh, oui, ma chérie. Il a l'air grand. Fais bien attention avec ces contrats de location, ils peuvent être piégeux. Bon, je dois te laisser. Sophia a besoin d'un nouveau tailleur pour son dîner de remise de prix. La trahison n'était pas un événement unique. C'était une décennie de 1000 petites coupures. C'était chaque « c'est bien, ma chérie ». C'était chaque conversation immédiatement redirigée vers Sophia. C'était l'invalidation totale et absolue du travail de ma vie. Margaret, agent immobilier à temps partiel, était obsédée par les apparences du succès. Une fille à la faculté de droit de Harvard était un symbole de statut qu'elle pouvait monnayer lors des réunions de son club de jardinage. Une fille qui vendait de la ficelle en ligne était une excentricité, presque une honte. Richard était le complice. Il contrôlait l'argent, et il le canalisait dans une seule direction. Il voyait Sophia comme une extension de son propre sens des affaires, une action de premier ordre garantie de rapporter des dividendes. Il voyait mon entreprise comme une action à haut risque et faible rendement. Et il la rejetait, non pas parce qu'elle n'avait pas de succès, mais parce qu'il ne l'avait pas choisie. Elle était hors de son contrôle. Sophia, de son côté, les croyait simplement. Elle était l'élue. Elle était intelligente, belle, et destinée à de grandes choses. Elle croyait sincèrement qu'elle m'était supérieure en tout point. Elle traitait mon entreprise avec une sorte de dédain apitoyé. C'est tellement mignon, avait-elle dit une fois en visitant mon entrepôt, que tu es toutes ces petites boîtes avec lesquelles jouer. J'étais debout devant une palette de marchandises valant plus que le total de ses frais de scolarité annuels. J'avais juste souri et dit, ça m'occupe. La grippe s'est finalement dissipée un jeudi. Je me suis réveillé faible mais l'esprit clair. Mon téléphone vibrait. C'était Julia, ma conseillère. Tu es assise, Alina? Demanda-t-elle. Je suis au lit. Que as-tu trouvé? C'est grave, dit-elle sèchement. Pire que tu ne le pensais. Ils ont réhypothéqué la maison il y a 2 ans. La deuxième hypothèque, le taux d'intérêt est criminel. Ils ont aussi 3 prêts privés à taux d'intérêt élevé, tous contractés au cours des 18 derniers mois. Et Alina, Sophia les a co-signés. Quoi? Elle est engagée. Tout est lié à son potentiel de revenus futurs. Tes parents l'ont utilisé comme levier, et elle les a laissés faire. La dette totale, sans compter l'hypothèque principale, s'élève à un peu plus de 450 000 $. Le dernier versement qu'ils t'ont demandé, ce n'était pas pour les frais de scolarité. Ça, c'est déjà payé. C'est pour rembourser la dette des autres prêts. Ils sont dans une spirale, Alina. Ils déshabillent Pierre pour habiller Paul. Je fermais les yeux. Ils n'avaient pas seulement été à court. Ils avaient menti. Et Alina, dit Julia, sa voix plus douce. J'ai regardé l'enregistrement de ton père en tant que conseiller. Il a été sanctionné par le conseil il y a 5 ans pour avoir fait des recommandations inappropriées à des clients âgés. Ce n'est pas seulement un mauvais père, c'est un mauvais conseiller. Mon sang se glaça. Ce n'était pas juste du favoritisme familial. C'était un schéma. Mon père, le prudent, était un homme aux abois. Et les hommes aux abois, je le savais, font des choses désespérées. Le dîner de remise de diplôme de Ben était dans 3 jours. La conversation que mon père voulait avoir n'était plus une question. C'était une fatalité. Il ne prévoyait pas seulement de me demander de l'aide, il prévoyait de l'obtenir, d'une manière ou d'une autre. Le tournant n'était plus une décision. C'était une nécessité. Je ne protégeais plus seulement mon entreprise. Je me protégeais d'un prédateur. Et il se trouvait que c'était mon père. La maladie était passée, laissant derrière elle une clarté froide et dure. La blessure qui avait défini ma relation avec ma famille pendant 2 décennies avait disparu, consumée par la fièvre et les faits. À sa place se trouvait une colère glaçante et calculatrice.
Je n'étais pas une fille qu'ils avaient négligée. J'étais une ressource qu'ils avaient mal calculée. La révélation de Julia sur la sanction de mon père a tout confirmé. Il n'était pas seulement fier de Sofia, il l'utilisait pour couvrir ses propres échecs financiers. Il avait probablement saigné ses propres clients avec de mauvais conseils. Et maintenant que ce puits s'asséchait, il se tournait vers sa propre famille. Il avait tout misé sur Sofia, non pas comme un investissement, mais comme un pari à haut risque pour sauver sa propre peau. Et quand les revenus futurs de sa fille ne se matérialisaient pas assez vite, il avait tourné son regard vers moi. Ses questions insistantes au dîner, ses conseils de garder mon entreprise simple, tout cela était une tentative de me maintenir petite, de garder mes actifs liquides et compréhensibles, pour qu'il puisse éventuellement me conseiller de les transférer dans un fonds qu'il contrôlerait. Il pensait que j'étais une entrepreneur individuelle. Il pensait que j'étais sa fille naïve et créative qui ne comprenait rien au vrai monde de la finance. Il n'avait aucune idée. Le piège astucieux, pour ainsi dire, n'était pas quelque chose que je lui avais tendu. C'était quelque chose que j'avais construit pour moi, il y a des années, pour protéger l'œuvre de ma vie de l'inconnu. Sur les conseils de Julia, et non de mon père, j'avais structuré mon entreprise avec une précision chirurgicale. Elena S. Artisan LLC n'était pas seulement une S-Corp. C'était une S-Corp dont les actions majoritaires, 75% de toute l'entreprise, étaient détenues par le EMR Legacy Trust, une fiducie irrévocable. J'en étais la fiduciaire et la principale bénéficiaire. Mais je ne pouvais pas, même si je le voulais, simplement la dissoudre ou céder ses actifs. C'était une forteresse conçue pour protéger l'entreprise des créanciers, des poursuites judiciaires et, comme il s'est avéré, des membres de la famille avide. Mon père ne pouvait pas absorber mon entreprise. Il ne pouvait pas gérer ses bénéfices. Il ne pouvait pas toucher un seul fil de laine péruvienne. Les 25% d'actions restants, ils étaient dans mon portefeuille personnel, aux côtés de mes autres investissements, un portefeuille que mon père n'avait jamais vu. L'appel téléphonique que je redoutais tant est finalement arrivé cet après-midi-là. C'était mon père. Sa voix était toute mielleuse et pleine d'inquiétude. « Elina, ma chérie, j'ai entendu dire que tu n'étais pas bien. Tu te sens mieux, j'espère ? » »« Beaucoup mieux, papa. »« Merci de demander. »« Merveilleux, merveilleux. »« Écoute, ta mère et moi pensions. La remise de diplôme de Ben est samedi, et nous sommes tous si fiers. Mais j'aimerais avoir une petite discussion avec toi avant ça, juste nous deux, pour discuter de l'avenir. L'avenir. L'investissement familial. Les prêts de Sofia. Tout cela était un scénario. L'avenir, demandai-je en gardant une voix légère. Qu'y a-t-il à ce sujet ? Eh bien, juste les finances familiales. Tu sais, tu as si bien réussi avec ton entreprise, et Sofia est sur le point d'obtenir son diplôme. Il est temps que nous nous mettions tous d'accord en tant que famille. Consolider nos forces. J'ai une idée pour un nouveau fonds familial qui, je pense, pourrait être très bénéfique pour nous tous. Toi, moi, ta sœur, même Ben. Un fonds familial géré par lui. J'ai senti un frisson. Il allait proposer que je liquide mon passe-temps et que je verse l'argent dans sa nouvelle entreprise désespérée, qui serait bien sûr utilisée pour rembourser les dettes de Sofia. Papa, ça semble intéressant. Mais je suis débordé cette semaine, je rattrape mon retard après avoir été malade. C'était ma nouvelle stratégie. Plus de petits mensonges, juste des vérités dérangeantes. Mon responsable logistique est en vacances, et je m'occupe moi-même des nouveaux tarifs d'importation. Un temps de silence. Les tarifs. Eh bien, tu peux sûrement accorder 1 heure à ton père. C'est important, Elina. Il s'agit de ta sœur. Tout est toujours à propos de Sofia, dis-je, et les mots sont sortis avant que je ne puisse les retenir. Ils n'étaient pas colériques, ils étaient juste fatigués. Il soupira, le son d'un homme patient face à une enfant difficile. Ce n'est pas juste, Elina. Nous sommes une famille. Nous nous soutenons mutuellement. Ta sœur a travaillé si dur. Maintenant, c'est à notre tour de la soutenir, et en retour, elle nous soutiendra. C'est comme ça que ça marche. Je t'enverrai un SMS. Nous trouverons un moment. Il raccrocha, sans attendre de réponse. L'arrogance était à couper le souffle. Il croyait toujours être en contrôle. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé mon agent immobilier personnel, David.
Salut, c'est Elina. J'ai besoin de faire quelque chose. Je dois acheter une propriété, comptant, et je dois le faire d'ici vendredi. Elina, c'est rapide. Où ça? C'est pour mon frère, Ben. Il vient de trouver un emploi dans ce nouvel incubateur technologique en ville. J'ai besoin d'un T1 ou d'un studio, quelque chose à distance de marche. Et j'ai besoin de l'acte de propriété, à son nom uniquement, en main propre d'ici samedi matin. David, qui avait vu mes comptes passer de 5 à 8 chiffres, ne questionna pas mes motivations. Il a juste dit, j'ai 3 annonces qui correspondent. Je te les envoie dans 10 minutes. Nous pouvons virer l'argent aujourd'hui et avoir les clés d'ici demain. Parfait, dis-je. Et David, mon nom ne doit apparaître sur aucun des documents publics, juste le sien. C'est un cadeau. J'ai raccroché et j'ai regardé la liste des propriétés. J'en ai choisi une, un magnifique condo moderne avec des baies vitrées. J'ai viré 515 000 $ de mon compte d'investissement personnel. Les 25% que mon père ne connaissait pas. L'enquête était terminée. Le plan de mon père était clair. La complicité de ma mère était claire. Le sentiment de droit de Sophia était clair. Mais mon plan ne faisait que commencer. Il voulait parler d'un investissement familial. Très bien, nous le ferions. Mais nous le ferions selon mes conditions, au moment que j'aurais choisi, le dîner de remise de diplôme de Ben. Ils avaient prévu d'utiliser ce dîner comme prélude à mon absorption financière. Au lieu de cela, je l'utiliserais comme scène de ma libération. Ils avaient oublié Ben. Ils m'avaient oublié. Ils étaient sur le point de recevoir un rappel très coûteux. Mon père, fidèle à sa parole, fut implacable. Il m'a envoyé un SMS, « Bonjour, Elina. As-tu le temps pour cette discussion aujourd'hui ?» Il m'a appelé à l'heure du déjeuner. Je prends juste des nouvelles, ma chérie. Fixons une heure. Il ne lâchait pas l'affaire, tel un vendeur sentant une commission. Son désespoir se dégageait de lui par vagues, à peine voilé par son ton paternel de « Je veille juste sur toi ». Je savais que je ne pouvais pas le repousser jusqu'au dîner. Il était trop agité. Il me coincerait ou, pire, ferait une scène. Je devais contrôler le récit, et cela signifiait le rencontrer, mais selon mes conditions. Je devais ébranler sa confiance juste assez pour le déstabiliser avant l'événement principal. J'ai finalement accepté de le rencontrer à son bureau le vendredi après-midi, la veille du dîner. « Je peux te donner 30 minutes, papa » dis-je au téléphone. « Je dois être à l'entrepôt à 16 heures pour signer une livraison de fret. » Merveilleux. « Voilà ma fille, dit-il, soulagé. » Je suis entré dans son bureau, un espace que j'avais toujours trouvé intimidant. Tout n'était que bois sombre, livres reliés en cuir qu'il n'avait jamais lus, et photos encadrées de Sophia. Sophia à son championnat de débat. Sophia dans son uniforme d'école privée. Sophia le jour de son acceptation à Harvard. Il y avait une petite photo poussiéreuse de Ben et moi dans un champ de citrouilles, datant de 1999. « Elina, tu es magnifique. » « Beaucoup mieux, dit-il en fermant la porte. Il s'assit derrière son grand bureau, joignant ses doigts en clocher. L'image d'un sage gourou de la finance. « Je me sens mieux, merci. » Je ne me suis pas assise. Je suis resté debout, mon sac à main sur l'épaule, donnant l'impression distincte que j'étais prête à partir. Bien. Bien. Alors, ce fonds familial dont j'ai parlé. Il se lança dans son argumentaire. Il était rempli de mots à la mode, synergie, mobilisation des actifs, richesse multigénérationnelle, sécurisation de l'héritage familial. C'était un discours rodé, peaufiné, le même qu'il avait probablement servi à ses clients âgés qu'il avait escroqués. Le plan était exactement comme je l'avais soupçonné. Il proposait que j'investisse les bénéfices excédentaires de mon entreprise dans ce nouveau fonds, qu'il gérerait pour une très petite commission familiale, ajouta-t-il avec un clin d'œil. Ce fonds allouerait ensuite stratégiquement des capitaux aux besoins familiaux urgents. Quels besoins, papa, demandai-je, la voix neutre. Eh bien, naturellement, notre première priorité est d'éliminer les dettes associées à l'éducation de Sophia. C'est un lourd fardeau, Alina, et tu as eu tellement de chance avec ton. Eh bien, avec ton entreprise. Il est juste que tu aies d'apporter ce fardeau. Nous sommes une famille, après tout. Ton succès est notre succès. Et voilà. Mon succès est notre succès. Donc,
Tu veux que je te donne mes bénéfices pour que tu puisses rembourser les prêts de Sofia? Clarifiai-je. Il grimaça devant ma franchise. Ce n'est pas. C'est un investissement, Elina. Un investissement dans ta sœur. Quand elle sera associée à part entière, elle gagnera 7 chiffres. Le retour sur investissement sera astronomique pour nous tous. Je vois. Je laissai le silence s'installer. Il souriait, attendant que j'accepte d'être la bonne et docile fille. C'est une idée intéressante, papa, dis-je en m'approchant de son bureau. Mais il y a un problème. Son sourire vacilla. Un problème? Mon entreprise n'est pas une entreprise individuelle comme tu le pensais. Je regardais ses yeux. C'est une escorte, et mon entreprise n'est pas vraiment à moi pour que je l'investisse. La couleur quitta son visage. Quoi? Que veux-tu dire? Bien sûr qu'elle est à toi. Non, pas vraiment, dis-je d'un ton presque conversationnel. 75% des actions de mon entreprise sont détenues par le MR Legacy Trust depuis 5 ans. J'en suis la fiduciaire, mais je ne peux pas simplement liquider les actifs et te les donner. La charte de la fiducie est très spécifique. Elle vise à assurer la santé et la croissance à long terme de l'entreprise. Rembourser les prêts personnels d'un membre de la famille, ça ne figure pas sur la liste. Il me dévisagea. Le masque du père sage avait disparu. Dans ses yeux, je vis l'homme qui avait été sanctionné par le conseil, le joueur. Une fiducie, balbutia-t-il. Tu as créé une fiducie irrévocable? Oui. Il y a 5 ans. Qui t'a conseillé de faire ça? Sa voix montait, se brisant d'incrédulité et de fureur. Tu as agi dans mon dos. Dans ton dos? Papa, tu n'es pas mon conseiller financier. Tu n'as jamais été mon conseiller financier. Tu m'as dit que mon entreprise était un caprice. Tu m'as dit d'être prudente. Alors, je l'ai été. J'ai engagé un professionnel. Un professionnel? Il se leva, le visage rougeau. Toi, petite idiote. Tu as tout bloqué. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Ta mère et moi, nous comptions sur toi. Comptez sur moi pourquoi? Répliquai-je, ma propre voix s'élevant. Pour être votre banque secrète, pour nettoyer le désordre que vous avez créé? Je sais pour la 2e hypothèque, papa. Je sais pour les prêts privés. Je sais que tu es dépassé. Il eut l'air comme si je l'avais giflé. Comment? Comment oses-tu? Tu n'as aucun droit de te mêler de mes affaires privées. Et tu n'as aucun droit de te mêler des miennes. Je le pointai du doigt. Tu as fouillé dans mon courrier, n'est-ce pas? Quand je vivais encore à la maison. C'est comme ça que tu as su pour mes revenus. Tu planifies ça depuis des années. Il ne n'y a pas. Sa menace mal exécutée suivit. Tu vas défaire ça, Elina. Tu trouveras un moyen de briser cette fiducie. Ou je jure que je le ferai. Je dirai à ton frère ce que tu as fait. Comment tu as abandonné cette famille? C'était si faible, si pathétique, que j'ai failli rire. Lui dire quoi? Que j'ai protégé l'œuvre de ma vie de toi. Que j'ai refusé d'être ton plan de sauvetage. Tu penses que c'est moi qui aurai le mauvais rôle dans cette histoire? Je me suis retourné et j'ai marché vers la porte. Je dois y aller, papa. J'ai une livraison à signer, une vraie, du Pérou. J'ai ouvert la porte. Je verrai maman et Sofia au dîner de Ben demain. Nous devrions tous être là pour le célébrer, tu ne penses pas? Je le laissai debout dans son bureau, son grand plan en miettes, son visage un masque de rage apoplectique. C'était un imposteur, et maintenant il savait que je le savais. Le premier coup avait été tiré. L'explosion que j'avais déclenchée dans le bureau de mon père a projeté des éclats à travers les lignes de communication familiale. J'étais à peine revenu à mon entrepôt, mes mains tremblant encore sur le volant, que mon téléphone s'est allumé. C'était ma mère. J'ai laissé le message aller sur la messagerie vocale. Un SMS a immédiatement suivi. Elina, ton père vient de m'appeler. Je suis dégoûté. Absolument dégoûté par ton égoïsme. Appelle-moi à l'instant. J'ai mis mon téléphone en silencieux et je l'ai jeté dans le tiroir de mon bureau. J'avais une entreprise à diriger. Pendant les 3 heures suivantes, je me suis concentré sur mon travail. J'ai vérifié le manifeste pour la laine péruvienne.
j'ai approuvé une nouvelle campagne marketing et j'ai examiné les projections du troisième trimestre. Chaque feuille de calcul que je lisais, chaque chiffre que je calculais, me semblait être une brique de plus dans la forteresse que j'avais construite. Mon travail, le passe-temps dont il s'était moqué, était mon sanctuaire. Quand j'ai finalement sorti mon téléphone du tiroir, c'était un champ de mines. 3 appels manqués de maman, 2 appels manqués de papa, et un de Sophia. Il y avait un long message vocal décousu de ma mère, un chef-d'œuvre de manipulation émotionnelle. Il oscillait sauvagement entre des supplications larmoyantes, « Comment as-tu pu faire ça à ton père ?» Il est si stressé, son cœur, et des accusations amères, après tout ce que nous t'avons donné. Nous t'avons laissé vivre chez nous pendant 2 ans. Enfant ingrate. C'était une performance, et pour la première fois de ma vie, je n'ai ressenti que de la pitié. Elle était si désespérée de maintenir l'illusion de la famille parfaite qu'elle était prête à me sacrifier pour y parvenir. Puis j'ai écouté celui de Sophia. Ce n'était pas une performance. C'était une déclaration de guerre. Elina, je ne sais pas à quel jeu malade et jaloux tu joues, mais tu dois arrêter. Papa a dit que tu as caché tout ton argent dans un truc juridique. Tu es juste jalouse. Tu es jalouse que je sois une réussite. Tu es jalouse que maman et papa soient fiers de moi. Tu n'es qu'une vieille fille aigrie avec un passe-temps stupide et sans valeur, et tu essaies de ruiner ma vie parce que tu n'as rien. Elle a raccroché d'un clic. Un passe-temps stupide et sans valeur. J'ai sauvegardé le message vocal. Le dossier était complet. La manipulation, le sentiment de droit, le vol pur et simple qu'ils avaient planifié, tout était maintenant à découvert. Ils ne se cachaient plus derrière des sourires et des conseils paternels. C'était ce qu'ils étaient vraiment. Un homme désespéré, une complice hystérique, et une enfant gâtée et vicieuse. Mon téléphone sonna de nouveau. Cette fois, le nom sur l'écran me fit mal au cœur. Ben. J'ai répondu immédiatement. Salut, B, Elina, qu'est-ce qui se passe? Sa voix était faible, confuse. Il était dans son appartement près de l'université, probablement en train de faire ses valises pour le week-end. Maman vient de m'appeler. Elle pleurait, mais vraiment pleurait. Elle a dit que papa et toi aviez eu une énorme dispute et que tu refuses d'aider la famille. Elle a dit que tu accumules ton argent et que tu tournes le dos à Sophia. Je ne comprends pas. Je pensais que ta boutique était juste, tu sais, un petit projet à côté. Point que je faisais pour m'amuser, fini-je pour lui, ma voix douce. Ouais, dit-il, penaud. Ce n'est pas vrai? C'était la partie qui faisait mal. Ben n'était pas malveillant. Il était juste un dommage collatéral. On lui avait servi le même récit qu'à moi, seulement il n'avait aucune raison d'en douter. Il était l'autre oublié, le fils calme et agréable qui avait des notes correctes et ne causait pas de problème. Il était le public de leur grande pièce de théâtre, et il croyait tout. Ben, dis-je en appuyant ma tête contre la fenêtre de mon bureau. C'est compliqué, mais ce n'est pas ce qu'ils te racontent. Ils ont des problèmes. De gros problèmes. Et ils comptaient utiliser mon argent pour les régler. L'argent que j'ai gagné. Ils ne m'ont pas demandé, Ben. Ils s'y attendaient. Et quand je leur ai dit qu'ils ne pouvaient pas l'avoir, ils ont craqué. Il resta silencieux un long moment. Ils sont toujours comme ça avec Sophia, murmura-t-il finalement. Comme si elle était la seule qui comptait. Je sais. Est-ce que tu vas bien, elle? Cette simple question, est-ce que tu vas bien? Était quelque chose que mes parents ou ma sœur ne m'avaient pas demandé depuis des années. Elle a libéré quelque chose en moi. Maintenant, oui, dis-je, la voix étranglée. Écoute, à propos du dîner de demain. Ça va probablement être tendu, mais c'est ta remise de diplôme. Je veux que tu saches que je suis tellement fier de toi. Quoi qu'il arrive, je veux que tu te souviennes de ça. Merci, elle. Ça compte beaucoup. On se voit demain, d'accord? Étage B, mets un beau costume. C'est une grande soirée. D'accord, dit-il. À demain. J'ai raccroché, ma détermination désormais absolue. Mon piège astucieux ne visait plus seulement à me défendre. Il visait à montrer à Ben, la seule personne de ma famille encore accessible, ce qu'était un véritable soutien.
Il ne s'agissait pas de miser sur son avenir ou de le plonger dans les dettes. Il s'agissait de lui donner une base, sans condition. La dernière pièce de mon plan s'est mise en place. J'avais l'acte de propriété. J'avais les messages vocaux. J'avais les faits de Julia. Et j'avais une famille qui se dirigeait tout droit vers une embuscade qu'elle avait elle-même créée. Il s'attendait à voir une fille intimidée et rongée par la culpabilité se présenter à ce dîner, prête à négocier. Ils étaient sur le point de rencontrer la PDG. Le restaurant était le choix de ma mère, bien sûr. Il était outrageusement cher, tout en bois sombre, avec des serveurs discrets et des lustres dégoulinants de cristal. C'était une scène. C'était un endroit où l'on allait pour jouer la comédie du succès. Mon père avait l'air pâle et stressé, tirant sur son col. Ma mère surcompensait, son sourire cassant et éclatant, sa voix forte alors qu'elle s'extasiait auprès du serveur à propos de « mon fils, le diplômé ». Et Sophia ? Sophia était magnifique dans son arrogance. Elle portait une robe noire élégante qui coûtait probablement 2 mois de mon salaire de première année. Elle me regarda avec un mépris ouvert, un petit sourire en coin sur les lèvres. Elle pensait avoir gagné. Elle pensait que la combinaison de la colère de mon père et des larmes de ma mère m'aurait brisé, que je me présenterais prête à me rendre. Ben, le pauvre, était beau dans son nouveau costume, mais profondément mal à l'aise. Il ne cessait de jeter des regards entre moi et nos parents, sentant la tension dans l'air. Je suis resté calme. J'étais agréable. J'ai commandé une eau pétillante et j'ai complimenté Ben sur son costume. Cela les a déstabilisés. Ma mère essayait de capter mon regard avec une expression de profonde douleur et de déception. Mon père refusait de me regarder. Eh bien, dit ma mère en levant sa flûte de champagne. Un toast à notre brillant fils, Ben. Nous sommes tellement fiers de ses réalisations. Et bien sûr, à notre brillante Sophia, qui est sur le point de conquérir le monde. Le sourire de Ben vacilla. Même son toast était coopté. Nous avons tous trinqué. Et ma mère a continué, posant son verre et me fixant d'un regard dur. À la famille, et au fait de se souvenir de ce qui est important, de se soutenir mutuellement quoi qu'il arrive. Parce qu'en fin de compte, la famille est la seule chose qui compte. C'était un avertissement, une menace enveloppée dans une carte de vœux. Tu as tellement raison, maman, dis-je, ma voix calme et claire. La table se tut. La famille est ce qui compte. Se soutenir mutuellement, célébrer les réussites des autres, toutes les réussites. Je me suis tourné vers mon frère. Ben, je suis incroyablement fier de toi. Je sais que tu t'es beaucoup inquiété pour la suite, pour trouver un travail, pour le marché immobilier, pour devoir retourner vivre à la maison. Ben rougit et baissa les yeux. C'est. Ouais, c'est beaucoup, elle, eh bien, dis-je. J'ai attrapé la mallette que j'avais posée près de ma chaise. J'en ai sorti un élégant portefeuille en cuir noir. Je voulais m'assurer que tu puisses te concentrer sur ton nouveau travail sans te soucier de tout ça. Alors, je m'en suis occupé. Je fis glisser le portefeuille sur la table vers lui. Quoi? Qu'est-ce que c'est, balbutia-t-il. Joyeuse remise de diplôme, B. C'est l'acte de propriété d'un condo à 2 rues de ton nouveau bureau. Il est à ton nom, et il est entièrement payé. Le temps s'arrêta. La main de Ben, qui s'avançait vers le portefeuille, se figea. Il le fixa, la bouche légèrement ouverte. Sophia, qui sirotait son champagne, s'étouffa. Tu quoi? Le sourire fier et cassant de ma mère se dissipa. Il ne s'est pas simplement estompé, il s'est effondré, son visage s'affaissant en un masque de choc pur et total. Mon père devint blême, ses yeux passant frénétiquement du portefeuille à mon visage. Il fit un calcul silencieux et effréné, les chiffres tourbillonnant derrière ses yeux. Il comprenait. Il comprenait la somme d'argent que je venais de donner. De l'argent qui n'était pas dans la fiducie. De l'argent dont il ignorait l'existence. Il comprit, en ce seul instant, l'ampleur réelle de la richesse qu'il avait tenté de voler. Il se pencha sur la table, sa voix un sifflement bas et furieux que moi seul pouvais entendre. Tu n'étais pas censé faire ça. Cet argent, nous comptions dessus pour les prêts de Sophia. La phrase titre, la thèse, toute la vérité de ma vie, murmurée par un homme désespéré et vaincu. Je n'ai pas murmuré en retour. Ma voix était posée, pas forte, mais elle a tranché le murmure silencieux du restaurant comme un couteau.
Chaque personne à cette table, et aux 2 tables voisines, a entendu chaque mot. Quel argent, papa? Demandai-je en le regardant droit dans les yeux. L'argent de mon petit projet personnel. Le passe-temps de fil dont vous avez tous ri pendant 10 ans. Je tournai mon regard vers ma mère et ma sœur, qui me fixaient toutes deux avec horreur. Pendant une décennie, vous deux m'avez moqué. Vous avez qualifié mon entreprise de blague. Vous m'avez traité de vieille fille aigrie avec un passe-temps stupide. Vous pensiez que j'étais un échec. Je me penchai en avant. Eh bien, cette blague a généré un chiffre d'affaires à 8 chiffres l'année dernière. Ce passe-temps emploie 12 personnes. Ce passe-temps vient d'acheter à Ben un condo d'1 demi-million, comptant, avec de l'argent dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Je me retournai vers mon père. Son visage était gris. Tu ne comptais pas sur mon argent, papa. Tu prévoyais de le voler. Tu as ruiné tes propres finances en poursuivant son rêve, dis-je en désignant Sophia, qui avait l'air sur le point de vomir. Tu as réhypothéqué ta maison. Tu as contracté des prêts que tu ne pouvais pas rembourser. Tu te noies. Et tu me voyais comme ton plan de sauvetage secret. Je les regardais tous les trois, ce tribunal de la jalousie et de la cupidité. L'investissement familial, ce n'était pas Sophia. C'était moi, et vous venez de tout perdre. Ben, qui était resté figé, ouvrit enfin le portefeuille. Il fixa l'acte de propriété, son nom, l'adresse. Il leva les yeux, brillants de larmes. Il regarda mes parents, son expression se durcissant à mesure que mes mots s'imprégnaient. C'est vrai, leur demanda-t-il, la voix tremblante. Vous alliez la voler? Ma mère ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Mon père se contenta de me fixer avec une haine pure et totale. Ce fut Sophia qui craqua. Il tue. Elle nous doit ça, hurla-t-elle en me pointant d'un doigt tremblant. Elle avait tout et elle l'a juste caché. Je ne l'ai pas caché, Sophia, dis-je en me levant. Je l'ai gagné. Pendant que tu investissais dans ton avenir, je construisais le mien. Tu n'as juste jamais pris la peine de regarder. L'humiliation publique était totale. Elle était silencieuse, complète et dévastatrice. Ben se leva, serrant le portefeuille contre sa poitrine. Il regarda mes parents, puis moi. Et il fit son choix. J'ai besoin de prendre l'air, dit Ben, la voix rauque. Il regarda nos parents, avec une expression que je ne lui avais jamais vue auparavant. Pas de la colère, mais une déception profonde et sincère qui était bien pire. Il se retourna et sortit du restaurant, sans regarder en arrière. Ma mère commença à se lever. Ben, attends, mon chéri. Je posai ma main sur son bras, et elle sursauta. Laisse-le tranquille, maman. Tu en as assez fait. Je laissai tomber quelques billets de $100 sur la table, plus qu'assez pour couvrir le champagne et les hors-d'œuvre qu'ils avaient commandés. C'est le dernier dollar que vous recevrez de moi. Mon père était silencieux, un homme taillé dans la pierre. Sophia pleurait, non pas de tristesse, mais de rage. Tu as tout gâché, me siffla-t-elle. Non, Sophia, dis-je en mettant mon sac sur mon épaule. Vous avez fait ça vous-même. Vous pensiez juste que ce serait moi qui paierais la facture. Je suis sorti du restaurant, les laissant tous les trois assis au milieu des décombres de leur grand plan. J'ai trouvé Ben sur le trottoir, appuyé contre un pilier, fixant l'acte de propriété entre ses mains. Elina, dit-il, la voix étranglée. Un condo entièrement payé. Je ne sais pas quoi dire. Tu n'as rien à dire, dis-je en me tenant à côté de lui. Il est à toi. Félicitations, Ben. Tu l'as mérité. Ils ont vraiment fait ça, demanda-t-il en me regardant. Tout ça à propos de ton argent, des prêts de Sophia. C'est vrai? Je pris une profonde inspiration. J'ai les messages vocaux si tu veux les écouter. Il secoua la tête, une expression de dégoût sur le visage. Non. Je te crois. Toutes ces années. Mon Dieu, j'ai été si stupide. J'y ai cru. Que tu étais juste, tu sais, en train de jouer avec de la ficelle, finis-je. Nous avons partagé un petit sourire triste. Je viens avec toi, dit-il en se redressant. Il glissa le portefeuille dans la poche de son costume. Je ne retourne pas là-dedans. Je ne pense pas que je pourrai jamais y retourner.
Il retourna dans l'entrée du restaurant, où nos parents et Sophia se tenaient maintenant, clairement au milieu d'une dispute chuchotée et furieuse. Ben passa juste devant eux jusqu'au vestiaire, récupéra son manteau, et ressortit en me tenant la porte. Il ne leur adressa pas un mot. Le trajet jusqu'à mon appartement fut silencieux. Ben se contenta de regarder par la fenêtre. Quand nous sommes entrés, il a finalement tout laissé sortir. Il a pleuré, et je l'ai serré dans mes bras, mon petit frère, l'autre qu'ils avaient laissé derrière. Les conséquences furent rapides et brutales. Les prêts étudiants de Sophia, ceux que mes parents avaient co-signés et celui qu'elle avait contracté elle-même, sont tous arrivés à échéance dans les 6 mois suivant son diplôme. Sans mon aide, ils ont fait défaut. Mon père, Richard, était ruiné. Les sociétés de prêt se sont attaquées à ses actifs, et sa sanction est devenue une suspension publique lorsque ses créanciers ont commencé à creuser. Il a perdu sa licence de conseiller. Ma mère, Margaret, a été forcée de vendre leur maison, la maison où j'ai grandi, à une perte massive juste pour couvrir une fraction de la dette. Ils ont emménagé dans un petit appartement de location lugubre de l'autre côté de la ville. La vie sociale de Margaret s'est évaporée. Le prestige sur lequel elle avait bâti sa vie avait disparu. Sophia, notre enfant prodige, a eu un réveil brutal. Avec une montagne de dettes non effaçables et un historique de crédit en tant que co-signataire désormais radioactif, elle ne pouvait pas obtenir de prêt pour une voiture, et encore moins pour un appartement. Les prestigieux cabinets d'avocats d'affaires dont elle rêvait ne voulaient pas d'elle. Elle a été forcée de prendre un poste d'avocat commis d'office, épuisant et mal payé, dans une autre ville, juste pour effectuer les paiements minimums qui la hantraient pour le reste de sa vie. L'investissement familial n'avait rapporté que la ruine. Et moi, j'ai aidé Ben à emménager dans son nouveau condo. J'ai utilisé l'argent de la ficelle pour investir dans une petite idée de start-up logiciel qu'il avait, et mon réseau professionnel pour le mettre en contact avec les bonnes personnes. Son idée a décollé. Il était heureux. Il était libre. Des mois plus tard, j'étais assise dans mon vrai bureau, le grand bureau d'angle lumineux de mon nouvel entrepôt plus grand. J'examinais le design d'une nouvelle ligne de soie du Japon. Ben est passé avec du café, juste pour dire bonjour. Comment ça va, la patronne, a-t-il plaisanté. Ça va bien, B, ai-je souri. Ça va vraiment bien. Mon téléphone vibra. C'était un SMS d'un numéro que je ne reconnaissais pas, Elina, c'est ta mère. Ton père est malade. Tu dois nous aider. Je regardais le message un long moment. Puis je l'ai supprimé, j'ai bloqué le numéro, et je suis retourné au travail. Je ne ressentais aucune colère, aucune tristesse. Pour la première fois de ma vie, je ressentais juste de la paix. Les comptes étaient équilibrés. La dette était payée, juste pas par moi.